Bonjour à tous. Merci de votre présence ce soir pour ce webinaire des cahiers pédagogiques consacré à notre dossier numéro 591, organiser le travail dans la classe. Je m'appelle Yannick Pével, j'ai été professeur d'histoire de géographie de MC, formateur d'enseignants à l'INSPE de l'Université de Lille ces dernières années et je suis à la retraite depuis quelques mois et par ailleurs je sers de directeur de publication à cette belle revue depuis quelques années. Le chat sera tenu ce soir par Ben Aïda. Bonsoir Ben. Et bonsoir, bonsoir à toutes et tous. Oui, effectivement, je suis moi professeur des écoles, formateur aussi. Je suis membre du comité de rédaction des cahiers pédagogiques et je vous attends effectivement dans le chat pour vos commentaires, vos réactions, vos questions. Voilà, à tout de suite. Et par ailleurs, les commentaires, et les références qui seront données ce soir par nos invités, éventuellement aussi dans le chat par certains d'entre vous, seront récoltés dans une synthèse de ce webinaire par Assa. Bonsoir Assa. Bonsoir, je suis membre des cahiers pédagogiques, professeur de sciences en lycée, et donc effectivement, je me chargerai de faire une synthèse des échanges qui ont lieu sur le chat. Merci. On ouvre donc maintenant la discussion autour de ce dossier 591 et de son sujet. euh, des cahiers pédagogiques. Euh, Ça se déroule en deux grandes étapes. Une première étape où nous allons beaucoup parler du contenu des cahiers, puis une deuxième étape où on va discuter davantage des objets sur lesquels, enfin, qui sont au centre de cette préoccupation. Qu'est-ce que c'est que organiser le travail de la classe? Ce cahier a été coordonné par Andrea Capitanescu Benetti et Sylvie Gros, à qui je vais donner la parole successivement dans un premier temps pour qu'elle nous dise justement quel était le projet. Andrea, bonsoir. Bonsoir. Alors, je suis Andrea Capitanescu Benetti. Je suis formatrice d'enseignants et chercheur à l'Université de Genève. Mais dans ce cadre, en tant que membre du comité de rédaction des cahiers pédagogiques, j'ai beaucoup collaboré avec Sylvie Gros. Et donc, Sylvie Gros a collaboré avec moi autour de cette problématique de l'organisation du travail dans la classe. Ouais. Alors, pour certains d'entre nous, on pourrait dire que cette problématique, elle n'est pas du tout neuve. On a même en tête pour certains l'éducateur de 1964 de Freinet sur l'organisation du travail. De quoi s'agit-il? Donc, c'est pas neuf et on voulait en fait comprendre par rapport à cette problématique, de quoi parle-t-on quand on dit faire classe aujourd'hui, organiser le travail des élèves, organiser le travail des enseignants qui est déjà préorganisé par l'institution. Alors, pour la conceptualisation de cette affaire-là, on avait bien sûr dans notre culture pédagogique et scientifique la définition de Pernoud autour de cette organisation de travail scolaire qui tient sur deux pieds. À la fois, c'est l'organisation de l'ordre scolaire, donc communément appelée la discipline, en fait la paix dans la classe quelque part, mais aussi l'organisation des didactiques, et on dit bien des didactiques parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde les didactiques disciplinaires, elles sont variées, multiples, interactionnelles, communicationnelles. Il y a des différentes mises en œuvre. Et donc, on s'est intéressé à un objet assez complexe qui tient sur ces deux pieds-là, organisation de l'ordre scolaire, mais aussi des didactiques. Et dans le cadre des cahiers pédagogiques, ce sont les acteurs principaux, ben, ce sont en fait les enseignants qui, au quotidien, mettent en place des configurations très, très diverses, des manières de faire très diverses pour tenir ces deux pieds, deux éléments, ces deux dimensions. Et je pense que le numéro des cahiers pédagogiques que nous tenons aujourd'hui dans les mains sur l'organisation de la classe, en fait, rend justice ou montre bien la diversité de manières de faire dans lesquelles, justement, les enseignants tiennent la classe, la font et la font avec les élèves en mettant en place à la fois des situations didactiques très complexes,
à la fois des interactions, hein, des élèves très, très complexes, et aussi un regard, je dirais, euh, sur cet objet. Pas, on n'est pas en train de vendre des dispositifs où le meilleur dispositif, c'est celui-là contre celui-là. Mais en fait, c'est un regard très réflexif sur ce que ça veut dire aujourd'hui faire classe. Faire classe, c'est pas un enseignant face à juste à des élèves qui parlent, qui transmettent, mais on voit bien que les mises au travail peuvent être multiples pour pouvoir amener les élèves le plus loin possible dans les apprentissages. Et donc, c'est vrai que la question des apprentissages nous a beaucoup importé, nous a beaucoup passionnés et interrogés parce que, en Ouais. fait, les auteurs des articles ont beaucoup pointé aussi sur cet objet-là. Et encore une autre chose, je pourrais dire que dans l'histoire des cahiers pédagogiques, en 1989, parce que je disais que la problématique n'est pas nouvelle, il y a déjà eu le numéro 279 qui s'intitulait Il n'y a pas que la classe. Donc notre réflexion, elle continue même 30 années, quasiment plus de 30 années après ce numéro. Alors, c'est un numéro qui, très classiquement, autant il bouleverse sans doute certaines conceptions de ce que c'est qu'organiser la classe dans son contenu, dans le contenu des articles, autant dans sa conception, nous avons fait trois parties avec un plan très solide, très structuré. Là, on n'est pas sorti des normes ordinaires. Comment sont opérés les regroupements d'articles et qu'est-ce qu'il contient finalement aussi? Bonjour, bonsoir tout le monde. Donc, moi, je suis Sylvie Gros, je suis formatrice aussi et chercheuse en didactique des mathématiques. Et donc, je suis moi à l'INSPE de l'Académie de Nantes. Et donc, pour ce dossier, ben, comme le disait Andrea, on s'est lancé comme pour tout dossier sans savoir au départ trop que l'on allait avoir comme contribution. Mais on pensait avoir surtout des propositions d'expérimentation un peu individuelles, ces organisations, par exemple, qu'on peut voir dans les blogs enseignants. Et en fin de compte, on a été surprise parce que ça n'a pas été vraiment le cas. On a surtout eu des témoignages d'équipes, de collectifs. Et ça va donner beaucoup plus de poids finalement aux analyses. Et donc, en termes d'organisation, on voit qu'il est possible de jouer sur les regroupements, sur les espaces, sur les temporalités, sur le matériel, sur les situations. Donc, l'objectif à chaque fois, c'est d'engager les élèves dans les apprentissages. Et on a donc regroupé en trois parties en se disant qu'il y avait une intersection qui n'était pas vide entre ces parties, mais qu'on a des entrées qui sont quelquefois un peu différentes. Donc sur la première, l'entrée, elle est plutôt du côté de la manière de repenser les collectifs. En particulier, on va s'intéresser à l'hétérogénéité, à la manière de la gérer, d'en faire un levier et pas un frein. Et souvent, bah, ces organisations, elles viennent répondre à des problèmes professionnels qui parfois sont des problèmes très pratico-pratiques, hein, comme on a un article sur la gestion des élèves de maternelle en début d'après-midi, ou des articles plus structuraux comme la perte d'autonomie, pardon, d'autonomie des élèves à l'entrée du collège. Lucie en parlait tout à l'heure. Il s'agit en fait de s'appuyer beaucoup sur la coopération, sur le collectif, et puis sur finalement le point de vue des enseignants sur la façon dont on peut gérer collectivement cette gestion-là. Donc aussi le co-enseignement, en particulier dans l'article de Quentin Madoja, ou le travail avec les parents dans l'article de Luc Taral. Dans la deuxième partie, donc l'entrée elle va se faire plutôt sur une redéfinition des espaces et du temps. Alors, si Pascal Claire va en parler tout à l'heure, il parle d'en finir avec la salle de classe, ben, on comprend que les expériences comme le menu à la carte ou la classe sans table ou la classe dehors, la classe flexible, c'est autant d'occasions finalement d'observer, d'analyser des phénomènes qui vont être produits dans la classe, dans les situations d'enseignement et d'apprentissage. Et en fait, ces aménagements, ils sont toujours en lien avec un projet d'enseignement. Et il s'agit de trouver un format qui est adapté à l'enjeu de ce projet très ciblé. Et ce format, il comprend aussi la définition de la tâche à laquelle les élèves vont être confrontés, que ce soit aussi bien du point de vue de la posture de l'enseignant pour accompagner l'élève dans la réalisation de la tâche, que dans ce que ça va produire réellement dans l'activité de l'élève. Et enfin, la dernière partie, ben, c'était d'aborder les pratiques parce que on voit que une organisation, ça modifie aussi
le style d'enseignement et le style d'enseignement va modifier l'organisation. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'un peu circulaire dans cette affaire-là. Et en fin de compte, les questions de mobilisation, d'ambition, d'autonomie, de mise en projet, d'émancipation, de motivation, de confiance en soi, de responsabilisation des élèves, tout ça, ça amène à repenser des organisations qui favorisent la prise d'initiative. Donc tous ces articles reposent sur un préalable qui est en fait de faire confiance au potentiel d'apprentissage des élèves. Et je pense que ça, c'est une valeur que le CRAP défend en tout premier lieu. Parmi les nombreux articles, hein, que contient la revue, nous n'allons pas tous les passer en revue justement, le premier pose assez bien une série des questions que pose l'ensemble du dossier et que rappelle justement ce petit article de 1989 qu'évoquait Andrea tout à l'heure. Il n'y a pas que la classe. La géographie, c'est la science de l'espace des sociétés, et nous, au cahier pédagogique, nous prétendons œuvrer à essayer de changer l'école pour changer la société et changer la société pour changer l'école. Alors, est-ce que changer l'école, ça commence par changer l'espace de la classe ou est-ce que changer l'espace de la classe, c'est une condition, un levier pour changer quelque chose dans l'école? Bonsoir Pascal. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Donc, je suis Pascal Clerc, je suis géographe et prof de géographie à l'Université de Cergy. Et j'ai la caractéristique d'être un géographe d'abord qui fait de la microgéographie. Donc, je travaille sur des tout petits espaces, du bureau de l'élève à la salle de classe, la cour de récréation jusqu'à l'établissement scolaire, jamais sur des choses vraiment plus grandes. Et puis la deuxième caractéristique, c'est que je suis géographe dans un labo de sciences de l'éducation. Donc je côtoie depuis pas mal d'années ce monde bizarre des spécialistes des sciences de l'éducation et je m'acculture peu à peu en découvrant un certain nombre de choses. Alors par rapport à la question de repenser l'espace de la salle de classe comme levier, en effet, c'est un levier, euh, mais la priorité, elle est quand même, enfin, elle est toujours pour moi du côté du projet pédagogique et politique, hein. L'aménagement des espaces ou le réaménagement des espaces vient, me semble-t-il, toujours après. Mais avant d'évoquer cette question du levier, euh, je voudrais parler du concept de classe. Et si possible, est-ce qu'on pourrait montrer la première de mes diapos, partager l'écran? Le concept de classe, donc c'est tout ce qui est en noir, hein, c'est ce que j'ai appelé le système classe. Le système classe, ce serait en quelque sorte le principe organisateur de la forme scolaire. Et l'idée, elle est relativement simple, hein, c'est que on utilise 4 fois le mot classe, faire classe, pendant un temps de classe, à une classe, dans une classe. Et c'est pas un hasard si on utilise 4 fois le même mot pour désigner du temps, de l'espace, une pratique et un groupe, parce que ça fait système et j'y vois une des difficultés à faire changer les choses. Alors, justement, ce changement, pour moi, il peut partir dans quatre directions, et c'est ce qui apparaît en bleu. Et ce qui m'a beaucoup frappé quand j'ai reçu le numéro des cahiers pédagogiques, c'est qu'on ne s'était absolument pas concerné, mais quand je lis Repenser les collectifs, ça renvoie pour moi à l'idée du groupe classe. Repenser les pratiques, ça renvoie à l'idée du faire classe. Et repenser les temps et les espaces, ça renvoie à la question du temps de classe et à Bien. l'espace classe. Il me semble qu'on peut agir sur ces quatre leviers qui sont le temps, l'espace, les pratiques et le groupe. Et alors, je le dis très, très, très vite, hein, mais du côté des pratiques, pour moi, euh, le passage qui s'impose à nous, alors c'est très banal ce que je vais dire là, mais je l'ai abordé d'un point de vue de géographe.
Pour moi, sur la question des pratiques, c'est de passer d'une logique d'enseignement à une logique d'apprentissage. Et ça fait sens géographiquement parce que l'enseignement, c'est un mouvement dans l'espace hein, qui va de l'un vers le collectif, et l'apprentissage, c'est quelque chose qui part de chacun pour aller prendre quelque chose. Hein, donc le faire classe, pour moi, c'est d'une part le dépassement disciplinaire, comme je l'ai écrit, c'est une modification du rôle de l'enseignant et c'est passer à une logique d'apprentissage. Du côté du groupe, je crois que passer à une logique des apprentissages, c'est passer du groupe classe à quelque chose qui va partir de l'individu. C'est l'individu qui apprend et c'est le groupe auquel on enseigne. Et donc, c'est tout le développement d'un travail individuel et collaboratif, hein, et la considération d'un élève qui est enfant et adolescent aussi. Puis pour ce qui est du temps et des espaces, bah, c'est dépasser la salle de classe, sortir de la classe, sortir de l'école, inventer de nouveaux espaces pour apprendre. J'y reviendrai peut-être dans un instant. La question du temps, je passe très vite là-dessus parce que mon temps doit être écoulé. Mais la question du temps, je vais juste le dire comme une petite anecdote, hein. Euh, le petit François ou Marcel est en train de faire un exercice de maths, mais il est 10h moins 5 et le cours de maths s'arrête, même s'il n'a pas terminé parce qu'il doit passer à autre chose. Et ce temps contraint, avec l'espace, avec le groupe et avec le faire classe, pour moi, ce sont quatre contraintes fortes de la forme scolaire que Guy Vincent avait définie et qui rendent le changement compliqué. Donc c'est sur ces quatre leviers, je pense, que l'on peut agir. On va y revenir justement avec d'autres textes du dossier dans d'autres moments sur ce rapport entre l'organisation de la classe et la forme scolaire, disons, classique. Bonsoir Lucie. Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Oui, donc je suis Lucie Brock, maître de conférence en psychologie du développement à l'Université de Poitiers. Et je suis très contente d'être parmi vous et finalement d'intervenir après Pascal parce que tout ce qu'il a dit a fait beaucoup écho finalement à à ce qu'on a proposé avec mes collègues dans le dossier du cahier pédagogique. Et le travail que j'ai présenté, qu'on a présenté, est issu d'un travail qui a été mené à Nice, enfin qui est toujours d'ailleurs mené à Nice, à un moment où j'étais maître de conférence à l'INSPE de l'Académie de Nice. Donc c'est un travail qui s'est vraiment inscrit dans un collectif dans lequel j'ai présenté finalement des classes interdegrés, qui est un projet qui est né du terrain par un constat très clair des enseignants du premier et du second degré quant à la perte d'autonomie de leurs élèves dans le passage du CM2 vers la sixième, autonomie au niveau du travail, mais aussi au niveau du comportement, de la représentation des espaces d'ailleurs, et puis d'un certain décrochage scolaire. Et donc la création de ces classes interdegrés, elle est née de ce constat-là pour allier les forces, j'ai envie de dire, du premier et du second degré, pour redonner du sens aux apprentissages, éviter le décrochage et permettre finalement à ces élèves qui arrivaient en sixième d'avoir déjà leur repère dans le collège et leur repère au niveau des enseignants. Et donc, il y a une vraie question de repenser le collectif, c'est-à-dire le travail premier et second degré, avec des apports des uns par rapport aux autres qui sont très clairs. Et au niveau des élèves, permettre à ces élèves d'identifier des enseignants, des espaces et un travail en collaboration sur tout le cycle 3. Donc il y avait aussi cette notion de faire vivre le cycle 3 qui existe dans les textes, mais qui finalement dans la réalité est très difficile à mettre en œuvre. Et donc les enseignants ont pensé à mettre en place des séances longues dans lesquelles des élèves de CM1, CM2 et 6e travaillent ensemble sur des séances qui sont préparées en commun et en binôme par un enseignant à chaque fois du premier degré et un enseignant du second degré. Moi, quand je suis arrivée
dans le cadre de la mise en place d'un LEA, d'un lieu d'éducation associé, qui est coordonné par l'Institut français en éducation de Lyon. Et donc, on a obtenu ce LEA suite à la demande de l'IAIPR, en fait, qui était responsable du réseau d'éducation prioritaire renforcée. Donc, il y a une demande de l'institution qui vient me chercher en tant qu'enseignant-chercheur pour travailler auprès de ce collectif. Et en fait, il y a quelque chose qui a bien fonctionné entre nous et qui nous a permis finalement à la fois d'évaluer au niveau des élèves les apports de ces classes interdegrés, mais aussi au niveau des enseignants qu'ils puissent évaluer leurs propres interventions, c'est-à-dire qu'ils se rendent compte du travail qu'ils faisaient ensemble. Et il y a eu quelque chose aussi d'extrêmement bénéfique, c'est le lien avec la hiérarchie qu'on n'avait pas du tout anticipé et qui a permis alors au pilote du réseau de prendre conscience du réel travail qui était mené dans ces classes interdegrés et aux enseignants du premier et du second degré de se rapprocher du comité de pilotage du réseau d'éducation prioritaire renforcé. Donc je dirais que ce travail, il a permis de repenser le collectif au niveau des élèves, au niveau des enseignants et au niveau du comité de pilotage. Donc c'est un travail qui est extrêmement bénéfique en fait après 3 ans d'expérimentation. Voilà, et qui continue. Se repenser le collectif, c'est quelque chose qui est commun aussi à l'article auquel a contribué largement Stéphane Gore. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Une petite Donc, présentation rapide. je me présente, ouais. Donc, Stéphane Gore, je suis coordonnateur du projet classe de cycle qu'on rebaptise classe multi-âge suite aux réformes en cours et actuellement professeur de sciences et technologies, donc de la sixième jusqu'à la troisième. Voilà, dans l'entretien que tu as mené avec l'aide de Sylvie et qui est publié dans le dossier et en accès libre sur le site des cahiers pédagogiques, qui s'appelle Une équipe qui fonctionne, euh, vous remettez tout en cause. Alors, ce que Pascal évoquait comme étant la forme scolaire tout à l'heure, alors chez vous, il n'y a plus d'unité de temps, il n'y a plus un seul maître en même temps dans la classe, il n'y a plus une seule discipline, il n'y a plus des élèves d'un seul même âge. Ça fait quand même pas trop. Est-ce bien raisonnable tous ces changements? Alors, il n'y a pas tout ça en même temps, hein, sinon ça ferait un peu peur, je pense. Non, on y allait doucement, mais bon, globalement, l'idée, c'est de casser cette habitude de rassembler les élèves par niveau d'âge, puisqu'on constate que c'est pas toujours pertinent. On l'a constaté pendant 8 ans, parce qu'on a fait dans mon établissement, au Collège Sophie-Germain à Nantes, on a organisé l'AP du cycle 4 en multi-âge, et on a pu constater effectivement les effets que ça avait sur 8 ans, en accompagnant des élèves pendant 3 ans, de voir le changement dans la relation pédagogique, dans l'accompagnement vis-à-vis des familles et dans la sérénité des apprentissages qui étaient ouvertes. Donc, bah, ce temps-là, en fait, a permis à des collègues qui n'étaient pas convaincus, mais qui sont rentrés dans ce dispositif par la paix, bah, de se lancer finalement dans une classe de cycle 4, avec tous les enseignements, avec mélange des cinquième, quatrième, troisième ensemble et qui apprennent ensemble. Et l'espace, lui, change aussi progressivement. L'organisation de l'espace, elle change aussi dans ce dispositif. Alors, on n'a pas voulu rentrer par l'espace Mhm. parce qu'on a eu beaucoup d'échanges avec des équipes qui rentraient par les espaces et on trouve, enfin, nous, notre entrée, elle était plutôt sur comment on va rendre autonomes les élèves. Et donc, on est rentré par les pratiques pédagogiques. Et la question qu'on s'est posée tout de suite, c'est comment on va faire pour enseigner à des élèves dont certains ont déjà rencontré la notion, d'autres pas, et comment on les laisse ensemble malgré qu'il y ait cette différence. Et comment on peut faire en sorte que chacun apprenne et prenne ce qu'il a à apprendre en travaillant avec les autres. Oui, mais ça, Les- vous pouvez plus le faire dans une classe organisée en autobus, classiquement, si. Ah non, non, non. Il y a des moments d'autobus, ça arrive. Mais bon, c'est beaucoup des classes en chevron, des classes qui bougent en fonction de ce qu'on y fait. Si c'est des ateliers, on passe en îlot. Enfin, voilà, on a essayé de tout bouger. Ma salle de sciences, moi, a été complètement éclatée. J'ai fait casser les fixations au sol, remplacer par des tables classiques. Et l'espace va petit à petit changer en fonction de nos besoins qui commencent à arriver. Et grâce à un financement que on a demandé via un projet NEFL.
Voilà. Oui, c'est ce qu'évoquait aussi Pascal sur des possibilités de réorganisation spatiale de la classe. Quels espaces pour quelles activités? On pourrait rebondir comme ça, Pascal. Voilà. Alors, en fait, c'est cette question des différents types d'espaces, elle est liée à quelque chose de relativement simple, c'est-à-dire que si on, je vais dire on abandonne, c'est peut-être un peu radical, mais si on abandonne l'idée de l'enseignement au profit d'une logique d'apprentissage, on passe du groupe à l'individu, c'est-à-dire que les apprentissages relèvent de l'individu, hein, l'idée de ce que je viens d'entendre, apprendre, c'est prendre, hein. Donc chaque individu va prendre, et chaque individu a des manières différentes de prendre, d'apprendre, donc des pratiques différentes, donc ça nécessite des espaces différents. Et ce que vous avez là à l'écran, c'est quelque chose qui a été formalisé par une architecte danoise qui s'appelle Rosanne Bosch et qui a conçu pas mal d'écoles, qui a été repris ensuite par le site Archiclass. Donc on peut trouver ça en ligne, hein. C'est pour ça qu'on a les mots en français. Au départ, c'était en anglais. Rosanne Bosch, puis Archiclass, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais disent on a besoin de 6 types d'espaces. On a besoin de la scène, c'est l'endroit où on va communiquer aux autres. On a besoin du feu de camp, c'est l'endroit où on va se rassembler pour travailler par petits groupes. Donc on voit bien spatialement ce que ça peut signifier, hein. Des espaces avec des tables rondes autour desquelles on va pouvoir travailler ensemble. On a besoin de la grotte ou du nid, ça dépend des versions. Ce sont des endroits qui manquent terriblement dans les établissements scolaires. Où on va pouvoir s'isoler un petit peu, hein, pour travailler seul, prendre un bouquin, écrire, réfléchir. On a besoin du labo ou de l'atelier pour faire. On a besoin de l'oasis comme lieu de rencontre. Ce sont plus ou moins les espaces informels. Des sources comme lieu de documentation. Je pourrais poursuivre la liste parce que moi, j'arrive plutôt à 9 types d'espaces. Donc, en fait, l'idée que je voulais évoqué, c'est que quand je dis en finir avec la classe, alors c'est un peu radical avec la salle de classe, mais c'est pour signifier que la salle de classe, elle a été complètement pensée par rapport à la forme scolaire. C'est-à-dire que quand on a construit, surtout à la fin du 19e siècle, là où il y a une vague de construction importante, on construit des écoles et des établissements du secondaire, on les construit par rapport à la forme scolaire, c'est-à-dire par rapport à une logique de transmission simultanée, donc des groupes homogènes, et par rapport à une logique, on ne le mentionne pas toujours, hein, mais une logique de surveillance et de contrôle. Lisons Foucault, tout est là. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que la salle de classe à l'intérieur du système classe ne peut pas répondre en réalité aux nouveaux besoins que nous avons, ni en termes de pratique, ni en termes de groupe, ni en termes de temps, ni en termes d'espace. Et c'est pour ça que, qu'on est peut-être, enfin, de mon point de vue, dans la nécessité de bousculer tout ça. Mais comme le disait Stéphane, c'est compliqué de le faire, c'est compliqué de tout faire à la fois. C'est compliqué, par exemple, de toucher au temps et à l'espace, hein, sans toucher à tout le reste. Et bon, il y a des stratégies, et je sais qu'il y a énormément d'établissements, beaucoup plus qu'on le pense, où on a des équipes qui s'activent pour penser les choses autrement. Oui, c'est une des questions aussi, d'ailleurs, qui a été posée par les participants à ce webinaire qui se sont inscrits. La question de l'espace et de transformer l'espace vient assez rapidement quand on veut changer nos façons d'enseigner. Mais la question du temps aussi, comment passer d'un emploi du temps plutôt classique à un emploi du temps plus flexible, notamment à l'école primaire. Andrea, peut-être, tu peux Oui, donner quelques pistes. voilà, piste ou ce que je vois aussi chez les enseignants comme travail. Ce que j'ai envie de dire, c'est vraiment un lien aussi avec les modes de regroupement qui ont été schématisés précédemment. En fait, il y a en dessous des manières de faire le programme ou plus précisément les didactiques, hein, que nous avons sur le feu. Et donc, on a besoin des espaces totalement différents si on s'organise pour organiser un débat ou si on s'organise pour faire face à une situation problème en sciences ou à un tâtonnement, etc., ou à des moments d'expérimentation. Et c'est vrai que
face à la multiplicité des situations d'apprentissage hein, que nous avons, on peut imaginer une classe, hein, un peu, j'ai en tête aussi les classes freinées, hein, qui sont vraiment sous le feu de plusieurs activités en même temps, hein, qui se mènent par des sous-groupes d'enfants, etc. Où on voit, on a besoin d'espace. Et donc, on le voit lorsqu'on est à la fois en situation ou de formation ou de chercheur et on met les pieds dans une classe, on le voit déjà au premier regard, qu'il y a des coins, des endroits où il y a des ateliers, ou plutôt là, il y a des objets de référence, des dictionnaires, où on fait un autre type de travail avec les élèves, où les élèves ne font pas d'une manière simultanée n'exécutent pas les mêmes tâches, les mêmes manières de faire. Et par rapport au temps, hein, parce que tu m'as posé la question du temps, c'est vrai qu'à l'école primaire, même si on a une grille horaire, hein, je sais que certains systèmes éducatifs ont une grille horaire et on doit un peu s'y plier, quelque part, on a une marge de manœuvre pour donner du temps au temps pour apprendre. C'est-à-dire pousser un peu les murs du temps en se disant, ben, pour cette tâche-là, elle est impossiblement ou elle est impensable à faire pendant 20 ou 25 minutes. Là, si on rentre vraiment dans une démarche d'écriture, de mise à l'écriture, il nous faudrait plus de temps devant nous. On ne peut pas s'inventer écrivain juste comme ça sur le pouce. Et du coup, on voit dans les pratiques des enseignants qu'ils aménagent l'horaire de la semaine pour mettre en place des situations d'apprentissage, on pourrait dire riches, autre que je donne la leçon, on réceptionne la leçon, on fait un exercice et ainsi de suite. Donc, moi, je pense que faire classe aujourd'hui, c'est assez difficile à appréhender en fait parce qu'il se joue sur beaucoup de plans, différents apprentissages, différentes mises en situation et qu'on ne peut pas les simplifier au premier coup d'œil. Donc, dans les pratiques que je vois au quotidien, ce sont en fait les enseignants qui poussent. En fait, ils se donnent du temps au temps pour apprendre. Et ça aussi basé sur l'idée que le temps sur la tâche, hein, on connaît les travaux qu'on a, hein, time on task, le temps sur la tâche ne s'invente pas. Donc, il faut vraiment se le donner si on a des ambitions fortes d'enseignement. Et dans le dossier, c'est vrai qu'il y a en fait ces praticiens, nos collègues, qui montrent comment en fait ils mettent en place des dispositifs qui sont ingénieux, qui poussent les murs, voilà, par rapport à la temporalité. Merci. Sylvie voulait réagir également sur ces questions. Oui, bah, c'était par rapport à ce que nous expliquait Pascal, c'était pour dire aussi que les organisations là, qu'il nous montrait, elles sont quelquefois associées à des disciplines. Comme disait Stéphane, les sciences, on pense salle de labo pour les sciences, voilà. Mais sauf qu'en sciences, il y a des moments où on a besoin de débattre, on a besoin aussi de grottes pour travailler tout seul, etc. Et on voit que bah, c'est pas forcément anticipé dans une imagerie, enfin, j'allais dire un peu naïve de l'enseignement, on a l'impression que bah, telle discipline impose telle disposition. Alors, dans la revue, on a par exemple l'article Une classe sans table d'Alexis Vachon, où justement pour la musique, l'enseignement musical, ça paraissait naturel finalement de pouvoir retirer les tables. Mais sauf qu'il y a plein d'autres disciplines dans lesquelles le fait de ne pas avoir de table, c'est hyper intéressant. Enfin, moi, je me souviens avoir enseigné les maths, par exemple, dans une classe de seconde hôtellerie. Alors, les mathématiques, ça a le statut du dessin au collège, si vous voulez. C'est pas une discipline qui est importante. Elle est enseignée le vendredi de 16 à 18 heures. Et ben, quand on se mettait sans table, ensemble, genre autour du feu, eh bien, les élèves participaient et faisaient vraiment des mathématiques, alors que s'ils étaient tout seuls à leur table, j'avais pas eu leur attention et leur concentration. Donc, il y avait ça. Et puis, par rapport à ce que tu disais, Andrea, c'est que moi, ça me semble compliqué aujourd'hui d'enfermer le temps d'enseignement sur une discipline.
tant on a de choses à enseigner hors de notre champ disciplinaire. C'est-à-dire qu'en maths, on est obligé de faire aussi un travail sur la langue, sur la communication. On va travailler l'esprit critique, on va travailler le vivre ensemble, etc. Et donc, tout ça, pour moi, enfin, c'est très important et donc on ne peut pas le chronométrer. Je suis incapable de savoir quel va être le temps qui va être fait sur chaque. L'important, c'est d'avoir ce projet d'enseignement, je pense, global et commun qui mène tout le monde. Euh, Deux autres exemples dans le dossier, juste pour les citer, il y avait le français à ciel ouvert pour montrer comment le fait d'aller dehors change aussi l'aspect créativité, etc. Moi, je l'ai vécu aussi avec une stagiaire en maths qui, un jour où il faisait 35 degrés dans la classe, a décidé d'aller dehors et finalement a découvert des élèves qu'elle ne voyait jamais en classe parce qu'ils étaient coincés dans une zone où elle n'arrivait même plus à circuler. Là, tout d'un coup, ils étaient beaucoup plus proches d'elle. Et puis, je pense au mur de recherche avec envisager la forme scolaire au prisme du bien-être à l'école, et puis aussi l'article de Badri Bellage se résoudre des problèmes en groupe, où là, le fait que dans la classe, les élèves aient la possibilité d'aller au tableau pour chercher, ben, on n'a plus cet espace sacralisé autour du tableau pour le mettre. Il y a des élèves qui se révèlent complètement, quoi. Il y a de l'animation sur le chat, Ben. Tout à fait. Euh, En fait, plusieurs interventions, toutes pertinentes les unes que les autres. On a Jean-Michel qui dit que les enseignants gagneraient évidemment à se voir les uns les autres et à se visiter sur leur lieu de pratique avec certaines classes qui sont un peu spécifiques ou des lieux, surtout pour le PS, les gymnases, etc. Et que ces échanges pourraient être riches et féconds. Ensuite, évidemment, la différence entre l'élémentaire, le primaire et le secondaire, où le format, la forme scolaire est différente et contrainte dans le secondaire, notamment au niveau des horaires et des changements de salle. Donc, comment faire pour investir là, tous ces changements et toutes ces évolutions? Et ça rejoint la toute première intervention là, sur le chat de Johanna qui est suppléante et qui s'est interrogée récemment sur la disposition des bureaux et voilà, est-ce qu'on les met en autobus, est-ce qu'on voilà, si on a besoin d'avoir une pratique sans doute plus pilotée pour plus de sécurité, ou est-ce que, voilà, comment, alors j'essaie un petit peu de prolonger la question, mais, ou en tout cas de la problématiser, mais comment quand on débute ou quand on a peu de temps, ou quand on a de fortes contraintes comme ça de temps et d'espace, comment on peut quand même agir sur le format scolaire et sur l'organisation de la classe et des apprentissages. Oui, c'est la question des commencements, Mm. plutôt que de montrer où on en est quand on a abouti, enfin, ou bien avancé dans les changements. Par quoi on peut commencer pour bouger un petit peu? Est-ce que nos invités auraient une ou deux réponses à donner à cette question-là? Ouais, je veux bien. Oui, Stéphane. Ouais. Sur la question du temps, dans le secondaire, hein, on est souvent coincé par le format 55 minutes. On n'est pas obligé de faire 55 minutes, on peut demander 2 heures à son chef d'établissement, hein. Voilà. Sinon, quand on travaille, on aborde ça en équipe, en collectif, tout de suite, ça ouvre des pistes intéressantes. Donc, je vais citer mes collègues du Val-Gelon, du collège Val-Gelon, qui, eux, ont ouvert une classe de cycle depuis déjà 3 ans, et avec qui on est en communication, et qui, eux, utilisent ce que Aniko Ousti avait formalisé dans les années 80, me semble-t-il, avec des expérimentations sur des alignements en barrette, et entre enseignants, on peut euh, rendre plus souple en fonction des besoins grâce à ces barrettes. Soit on prend 2 heures une classe et l'autre prend 2 heures l'autre classe, soit on prend qu'1 heure, soit on fait des groupes qui circulent. Enfin voilà, il y a des possibilités d'aménagement du temps à partir du moment où on construit les emplois du temps en amont dans les Oui, équipes. mais ça va être compatible avec des groupes de niveau systématiques, ça? Tu nous parlais de la coopération entre élèves, entre enseignants aussi, justement. Et Lucie pourrait aussi nous dire un petit peu les apports de la coopération entre enseignants et chercheurs. Parce que c'est une des grandes idées de votre travail. Oui.
J'allais aussi rebondir sur l'organisation, effectivement, ou l'intégration de jeunes collègues dans des groupes de collègues qui fonctionnent déjà depuis plusieurs années, ce qui a été le cas, hein. C'est-à-dire que quand je parlais des apports du premier, du second degré sur les uns et les autres, il y avait aussi, par exemple, pour des jeunes collègues du second degré, le fait de travailler en binôme avec des collègues du premier degré très anciens dans la REP+, leur permettait un certain lâcher-prise, notamment elles se rendent compte que ben, elles peuvent laisser leurs élèves travailler entre eux sans que tout de suite ça parte avec cette peur de ne pas gérer sa classe en fait. Et je trouve que ça, c'est un gros apport aussi de notre travail, c'est-à-dire de voir comment les jeunes collègues pouvaient s'appuyer sur une certaine assise d'anciens collègues et tout ce travail collectif en fait a été vraiment bénéfique pour des nouveaux collègues enseignants. Après, ce qui a été intéressant dans notre travail entre enseignants-chercheurs et enseignants, c'est, il me semble, en tout cas ce qu'en disent les collègues du premier et du second degré, c'est ce regard méta sur leur pratique. C'est-à-dire qu'on a à la fois fait des évaluations auprès des élèves, mais on a aussi très régulièrement, alors grâce à une organisation vraiment très intéressante qui a été permise par le comité de pilotage, hein, on a eu des réunions à visée pédagogique, un après-midi banalisé par période, dans lesquelles on a analysé des séances en classe filmées par les enseignants. C'est-à-dire que les enseignants se filmaient en binôme dans leur classe avec les interdegrés, hein, CM1, CM2, 6e. Et on avait à chaque fois, on regardait la séance ensemble et on en avait une analyse collective. Et ça a été très intéressant parce qu'en fait, ils ont pris conscience d'un certain nombre de postures professionnelles, par exemple, qu'ils avaient, dont ils ne se rendaient pas forcément compte, ou en tout cas, ils ont pu les verbaliser, les formaliser et les analyser. Et au départ, on avait des comportements de crainte, hein, c'est-à-dire c'est difficile quand on est enseignant de se regarder enseigner et d'être regardé avec d'autres collègues. Et au bout de 3 ans, non seulement il y a pas mal de barrières qui avaient sauté, c'est-à-dire une réflexion sur sa propre pratique, sur des échanges avec le binôme avec lequel on travaille et l'acceptation aussi d'être vu par d'autres. Et ça a vraiment été très intéressant, en fait. Cette analyse de la pratique, en fait, qui s'est développée pendant les 3 ans du projet. Je voulais revenir sur ce qu'on peut peut-être identifier comme des difficultés ou des points de blocage, hein, par rapport à des évolutions possibles. Il se trouve que j'interviens régulièrement dans des établissements pour des réaménagements d'espaces scolaires. Enfin, c'est pour ça qu'on me sollicite, mais en réalité, ben, on touche forcément à tout et je travaille souvent avec des architectes, hein, pour ça. Et je, je- je vois deux points de blocage qui apparaissent régulièrement. Le premier, c'est la difficulté qu'on peut avoir en tant qu'enseignant à ne pas enseigner. Euh, Oui. et à être dans une posture d'accompagnateur d'apprentissage. Et je crois elle est normale, hein, cette difficulté, dans la mesure où aujourd'hui encore, en France, en tout cas dans le second degré, on recrute d'abord les enseignants sur ce qu'ils savent et donc sur la capacité à transmettre un certain nombre de choses. Et je crois que c'est très important. Et le deuxième élément, alors qui m'a un peu surpris finalement, c'est l'attachement de beaucoup d'entre nous au groupe classe. C'est au moment de la réforme du lycée que j'avais pris conscience de cela. On disait, mais on n'aura plus nos classes. Et dans un certain nombre de terrains sur lesquels je travaille, donc on est dans des logiques de décloisonnement, on ouvre les portes entre les 4 salles de classe, les enfants circulent d'une classe à l'autre parce que ils sont dans leur projet d'apprentissage, donc là, ce que j'ai en tête, c'est du CP-CE1 et CE2, pardon. Et donc, les réactions des enseignants, c'est très souvent de dire, mais mes petits à moi, quoi, mon groupe à moi, ils franchissent la porte pour aller dans la salle de ma collègue parce qu'ils veulent bosser sur un exercice de maths
que dans leur plan de travail, bah, c'est là-dessus qu'ils doivent insister un petit peu, et ben, je ne les vois plus, hein. C'est pas tellement la question de l'invisibilité, qui est un autre sujet, hein. La question de la visibilité permanente dans les établissements scolaires, c'est une violence forte faite aux élèves. Il n'y a pas de lieu d'intimité dans les établissements scolaires. Le C'est quelque panoptique. chose auquel je reviens souvent. On est dans une logique du panoptique. Mais là, c'est plus, c'est pas l'invisibilité physique. C'est-à-dire, ils vont faire des maths dans la salle de ma collègue parce qu'il y a un groupe qui travaille en maths. Et pendant ce temps-là, je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Donc, la question du groupe classe, hein, ma classe, c'est quelque chose qui est un frein peut-être à certaines évolutions. Andrea, Oui, je réagis en cascade face avec les deux collègues qui ont parlé précédemment. En fait, dans le dossier, on voit dans les écrits des professionnels déjà une vision relativement systémique de cette affaire de l'organisation du travail qui ne se définit pas seulement par les murs de la classe et la classe. Justement, on pousse les murs et on passe parfois, pour certains professionnels, on le voit bien, de mes élèves à nos élèves, et donc dans une vision vraiment plus responsabilisante d'une cohorte d'enfants. Et c'est aussi ce que je vois parfois en tant que formatrice, ce qui peut être parfois une difficulté par rapport aux stagiaires que je suis, parce qu'ils se disent, mais en fait, j'enseigne pas seulement à cette classe. Finalement, au bout de 3 semaines de stage, j'ai connu 60 élèves et pas seulement mes petits, comme le disait Pascal Claire précédemment. Et donc, il me semble qu'il y a un équilibre que les professionnels cherchent entre l'usine à gaz qu'on a toujours décrié en disant bah, ils partent, ils viennent, on ne sait plus finalement à qui on enseigne, à un équilibre assez subtil pour tenir quand même au sentiment d'appartenance des élèves à la classe et aussi à la communauté scolaire à l'école. Et donc, moi, je sens aussi dans les écrits, mais aussi dans mes expériences de formatrice, qu'on cherche en fait à mener de front ces questions de sentiment d'appartenance que l'élève, il doit se dire, c'est ma classe, mais c'est aussi mon école. Et quand il y a une fête d'école, ben, finalement, tout le monde se connaît, tout le monde a travaillé avec tout le monde. Et de plus en plus, le système de parrainage, marrainage autour, je vais lire chez les petits, les grands, chez les... voilà, il y a toutes sortes de dispositifs dans lesquels, en fait, les enseignants réorganisent le travail pour à la fois donner du sens aux apprentissages, en sens, voilà, on ne lit pas que pour la maîtresse, mais on lit aussi pour d'autres, et aussi pour, quelque part, avoir comme but de créer le sentiment d'appartenance à l'établissement scolaire, à la classe ou au cycle d'enseignement. Sylvie, tu souhaitais réagir aussi. Oui, mais c'est par rapport à cette posture d'accompagnateur. Je pense que ce que les enseignants, et je m'inclus dedans, hein, ont plus de mal à faire, c'est le lâcher prise, quoi. C'est avoir confiance dans le fait que les élèves, ils peuvent apprendre même sans nous. On a l'impression que, enfin, moi j'ai un souvenir très très prégnant parce que je lisais dans le chat qu'il y avait un témoignage en CP. J'ai enseigné moi au CP aussi et j'avais un élève dans ma classe qui ne savait toujours pas lire avant les vacances de printemps. Donc évidemment j'étais très très stressée et au retour des vacances de printemps il savait lire. Donc j'ai tout de suite demandé à la famille qu'est-ce qui s'était passé, qu'est-ce qu'ils avaient dû faire mieux que moi pour qu'en 15 jours tout d'un coup ça fonctionne. Et les parents ont juste dit rien. C'est-à-dire que moi, ce que ça m'a appris, ça, c'est qu'on met des petites graines et la frustration qu'on a en tant qu'enseignant, c'est qu'on verra peut-être pas ce que ça va donner comme fleur. Mais il faut avoir confiance, c'est que ça va fleurir. Et ça va fleurir peut-être pour certains le lendemain, puis pour d'autres, ce sera dans un mois ou dans 2 mois. Mais en tout cas, voilà, de semer ces petites graines-là. Et du côté de l'enseignant, ben, je pense Encore une leçon qu'il faut donner à nos ministres qui souhaitent avoir des résultats immédiats à leur politique, peut-être. Mais je digresse, pardon, Sylvie. Mais je pense que c'est pareil pour quelqu'un qui veut commencer, parce qu'on dit bien que le collectif est extrêmement porteur, mais on a aussi des enseignants qui sont tout seuls et qui voudraient changer les choses dans leur voilà, dans l'espace de leur classe, du coup, qui est réduit à l'espace classe et le temps des 55 minutes. Et moi, j'ai envie de dire que la petite chose qu'il faut commencer à faire, c'est peut-être envisager ces enseignements différemment
en osant peut-être être plus sur des pédagogies de projet, des pédagogies voilà, de découverte. Parce que je lisais aussi qu'on a des injonctions, par exemple, à privilégier certains apprentissages que d'autres. Mais c'est exactement comme les petits graines que je disais tout à l'heure. Ils vont peut-être pas apprendre ce qu'on a prévu qu'ils apprennent. Donc c'est là où nous, il faut qu'on soit extrêmement observateurs pour être capable de ressortir les savoirs de ce qu'ils font réellement plutôt que d'imaginer qu'ils font ce qu'on voudrait qu'ils aient fait, quoi. Des réactions sur le chat, Ben. Oui, 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 il y a pas mal d'interventions et puis d'interactions aussi. Par exemple, dans des témoignages, Guillaume qui parle de l'organisation de sa classe flexible en lycée, en physique-chimie, voilà, comment dire, qui l'intéresse et puis qu'il trouve pertinente. Euh, Ensuite, pour revenir un tout petit peu sur ce que vient de dire Sylvie par rapport aux familles, par rapport à la, comment dire, que les apprentissages ne se font pas forcément tout de suite et dans l'immédiat, mais que les familles sont aussi associées à ça. Comment on peut convaincre, c'est une question de Sandrine, les familles du bien fondé de l'organisation d'une organisation particulière de classe. Est-ce qu'ils ont leur mot à dire d'ailleurs? C'est aussi une question. Et puis pour revenir sur cette impensée ou cette culture professionnelle, être seul dans sa classe, de se sentir dépossédé de ses élèves, une question à propos des emplois du temps. Est-ce que le projet d'établissement doit être vraiment comment dire, l'outil pour que les enseignants communiquent et puis partagent et puis collaborent et coopèrent pour monter des projets de cet ordre-là, quoi. C'est vrai que dans nos fantasmes d'enseignants, peut-être au-delà des fantasmes, on voit souvent les parents effectivement comme les plus attachés à la forme scolaire, la seule qu'ils aient connue pour la plupart. Alors, comment on leur parle à ces parents-là? Comment on lève leurs inquiétudes sur les nouvelles formes de travail qui sont proposées à leurs enfants? On Stéphane, leur vous parle, avez... on Pardon, leur parle déjà. on leur parle déjà, oui. C'est peut-être la première chose. Ouais, Ah, moi, je... On a vraiment du mal en France avec ça, hein. ouais. Oui, Euh, la, la- la question des parents dans l'école, c'est, je pense que enfin, c'est un des nœuds un des nœuds du problème. Et puis il y a le fait, comme tu viens de le dire, que la forme scolaire, c'est quelque chose qui est totalement naturalisé, hein, et Guy Vincent l'a bien montré, c'est-à-dire que nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents ont déjà connu la forme scolaire. Mais quand on fait un petit peu l'histoire de tout ça, on se rend compte qu'il y a eu d'autres manières de faire Oui, tout à fait. avant et qu'il pourrait y avoir d'autres manières de faire après. Donc il s'agit de dénaturaliser la forme scolaire, de décortiquer cela. Je vais utiliser un gros mot, de déconstruire pour pouvoir penser. Et pour ça, il faut peut-être aussi non seulement leur parler, mais les faire venir voir aussi, voire éventuellement les inclure dans le travail d'apprentissage avec les enfants quand c'est possible. Je peux rajouter quelque Bien chose sûr, bien pour sûr. rebondir. Par rapport à la relation aux parents, il y a des adhésions différenciées, hein. Sur justement le changement de forme scolaire. On a des catégories de parents qui sont à la recherche de changement de forme scolaire et qui sont plutôt, alors dans notre expérimentation actuellement, sont plutôt issus de classes sociales plutôt favorisées. Donc la difficulté, c'est aussi de parler, quand on est dans un établissement REP+, comme le mien, aux autres parents qui, eux, sont plus attachés à une forme scolaire classique parce que ce qu'ils cherchent, c'est du classique, parce que ça les rassure. Mais on peut y arriver parce qu'ils finissent par nous faire confiance, mais c'est un plus gros travail. Déjà de les faire venir, déjà voilà, de pas être trop théorique, de pas rentrer dans les détails et d'être sur cette confiance. Ben oui, pour éviter justement que ces réorganisations profitent toujours aux mêmes Et finalement, là, socialement en tout c'est le cas. gros risque, ouais. Une dernière question d'Audrey, peut-être, qui est un peu cornélienne, c'est sur on revient alors pour le coup sur le cycle 1, et puis, alors je ne sais plus qui a parlé tout à l'heure d'autonomie, mais comment mettre en place des espaces d'autonomie en maternelle, en cycle 1, et notamment en REP+, quand les élèves ne sont pas encore autonomes. C'est un peu le serpent qui se mord la queue, donc qu'est-ce qu'on fait? Comment on enclenche cette autonomisation?
Il y a une Alors, expérience pardon. intéressante dans une école en Lorraine. C'est l'école maternelle de, alors je ne sais plus quel groupe scolaire, hein, Maxéville. On peut voir une petite vidéo en ligne et je crois qu'il y avait eu un article dans la revue Fenêtre sur cours du SNUIPP sur cette école maternelle où on construit l'autonomie par l'autonomie. Enfin, c'est... Ben, très paradoxalement, ou pas si paradoxalement que ça, la question se pose aussi avec les plus grands. C'est-à-dire, souvent en lycée, on constate qu'ils sont beaucoup moins autonomes qu'ils pouvaient l'être dans les niveaux précédents de classe, parce qu'on les a désautonomisés en quelque sorte avec cette forme majoritaire du discours professoral unique. Alors là aussi, peut-être qu'il faut réorganiser les espaces et les temps pour favoriser, faire venir ou revenir cette autonomie. En tout cas, à tous les âges, c'est une des questions qui se posent et qui est liée sans doute aussi, bien entendu, à la question de la mobilisation. On va terminer peut-être avec ça, puisque je vois que le temps file. Et je vais vous proposer donc à tous nos participants une des images qui a été placé dans le dossier dessin de Fabrice R, toujours assez incisif. Donc je vais vous montrer le dessin et puis dans l'ordre de mon écran, ensuite je vous donnerai une minute ou enfin, 30 secondes et une minute à chacun pour la commenter, dire ce qu'elle a à voir avec le thème et les sujets que nous avons abordés aujourd'hui. Alors, voilà l'image pour tous. Donc, dans l'ordre de mon écran, c'est Andrea qui vient en premier. Ok, alors je passe. Non, non, bien sûr, en quoi elle me fait parler cette image? Je voulais juste faire le coup de pub aussi pour toutes les images qui sont dans le cahier parce que parfois une image peut nous faire penser tout autant qu'un article ou une expérience professionnelle qui a été relatée dans le cahier pédagogique. Mais cette affaire-là, oui, la classe est un écosystème. Il faut l'avoir d'une manière systémique. Et par rapport à cette image-là, c'est la question de la coopération. Je dirais que selon l'expérience aussi que j'ai en voyant des stagiaires au travail autour de la question de la coopération, coopérer, ça s'apprend. Coopérer, c'est pas spontané, c'est pas inné, ça prend du temps pour apprendre à coopérer, à avoir des rôles, à endosser des rôles, à bien coopérer. Donc, ça demande du débriefing, ça demande de coaching, ça demande une division aussi du travail scolaire en interdépendance positive. Donc, il y a toute une ingénierie de formation à mettre là-dedans. Et c'est vrai, ça me fait aussi penser cette image à la question de j'organise le travail avec quelle place pour les individus, donc le travail individuel et collectif, quelles interdépendances, est-ce que le travail est organisé complètement atomisé en lien des spécificités et des besoins des élèves en oubliant complètement le collectif et disant bah, l'école c'est juste un contenant, mais pas vraiment un milieu qui préexiste et qui peut organiser autrement le travail scolaire? Ou est-ce que l'école, c'est aussi apprendre à travailler dans un collectif qui est compliqué, comme dans la vraie vie, et on apprend petit à petit Ouais. le long des journées à travailler. Stéphane, Oui, alors bah, moi ça m'évoque la grosse difficulté qu'on a à faire changer la représentation et chez nos élèves quand on essaye de les éduquer à la coopération et chez des collègues, c'est-à-dire ne pas confondre collaboration-coopération et bien être centré sur coopération pour se confronter et non pas prendre profiter du travail de l'autre pour faire le sien, ou en tout cas pas le prendre totalement, mais plutôt s'appuyer sur ce qui va nous opposer pour faire avancer sa pensée. Et c'est dans cet esprit-là qu'on essaye de le faire passer à nos élèves et à des collègues aussi, notamment à l'INSPE. C'est un gros travail qu'on a mené aussi. Voilà. Lucie?
Moi, ça m'évoque la théorie de Vygotsky et notamment la notion de zone proximale de développement hein, qui est souvent utilisée. En fait, comment on fait progresser, en fait, comment on pense les choses pour que nos élèves puissent progresser ensemble quand ils travaillent ensemble. Parce que travailler ensemble, ça va pas de soi. Et on peut pas, enfin, c'est difficile de faire travailler ensemble des élèves qui sont très éloignés, en fait. Enfin, j'ai quand même ce sentiment-là pour avoir été enseignante moi-même et dans le travail que j'ai mené à Nice. Voilà, ça m'évoque ça. Tout le travail aussi qui est fait par les collègues pour penser comment elles font travailler les élèves ensemble. Voilà. Pascal? Oui, dans dans mon propos, j'ai parlé d'individu à plusieurs reprises, de passer du groupe à l'individu et donc en passant de l'enseignement à l'apprentissage. Mais individualiser, ça ne veut pas dire individualisme, c'est même tout le contraire, me semble-t-il. Je crois que cette nouvelle forme scolaire, elle va reposer sur des, des configurations groupales variables, à géométrie variable, du petit groupe au très grand groupe, de l'individu tout seul à diverses configurations. Et cette espèce de malentendu hein, que nous montre l'image me fait penser à ce malentendu qui pourrait y avoir quand on parle d'individualisation des apprentissages on pourrait passer assez facilement à l'individualisme, ce qui correspond aussi à une vision néolibérale de l'éducation voilà, qui est un tout autre chemin, me semble-t-il, par rapport à cette question de l'individualisation. Sylvie? Moi, ça me fait penser à l'article Pour que les élèves se mobilisent de Grégory Delboé, moi, j'ai trouvé cet article vraiment intéressant pour faire la différence entre motiver, engager et mobiliser. Mais je me dis que finalement, si je peux gagner un goûter en faisant ça, ça va peut-être me motiver, mais ça va pas me mobiliser. Et, euh, et je pense que l'enjeu, il est justement ce que quelquefois on met en place le dispositif, mais on n'est pas du tout clair sur les intentions pédagogiques de l'affaire, quoi. Donc là, si on fait un travail comme ça et puis qu'on évalue le produit, ben c'est vrai qu'on a tout intérêt à faire la tâche par quelqu'un qui va être plus compétent que soi. Alors que si on a bien précisé que c'est autre chose qu'on travaille, que c'est pas le produit qu'on va évaluer, ben, à ce moment-là, ça va développer sans doute autre chose, mais voilà, ça demande vraiment quelque chose qui se construit sur la durée. Ben? Oui, moi ça me fait penser, oui, je reprends un peu ce que disait Pascal, c'est que la coopération, ça ne va pas de soi, sinon on tombe dans une marchandisation et dans un échange de bons procédés plutôt que quelque chose qui a un petit supplément d'âme, quoi, et qui amène justement, voilà, la coopération pour moi c'est à la fois un moyen et une finalité, et une finalité d'humanité et puis de vrai partage authentique. Oui, je vais dire mon mot. Je me suis demandé, moi, ce que pense le personnage qui dit rien. Il y a deux personnages qui parlent sur l'image, puis au milieu, il y en a un qui dit rien, qui est placé entre les deux, dans une espèce de conflit de loyauté entre son copain, là, à côté d'elle, et puis le prof et l'institution scolaire. Et puis en même temps, elle est dans un deal assez peu coûteux pour elle, finalement. Enfin, je crois que c'est une fille, mais... euh, et lui donne le goûter, lui, il n'en aura plus de goûter. Alors que si elle lui donne le devoir, elle l'aura toujours le bénéfice du devoir. À moins que finalement il y ait un devoir par élève, je sais pas. J'ai trouvé ça très étrange, quoi, cette situation dans laquelle ils sont. Et puis en même temps, bah, on la connaît bien, quoi, cette situation. Mais si l'élève parle de sacrifier son goûter, auquel je suppose il attache une certaine valeur, plutôt que de sacrifier son temps à travailler à l'école, ça interroge vraiment le sens de ce qu'on lui propose à apprendre et de la situation dans laquelle il se trouve, où finalement le vrai sacrifice, c'est le goûter. Plutôt que l'effort d'apprendre. Voilà, c'est assez surprenant, enfin, ou classique au contraire. Voilà, le temps est passé très très vite. Vous avez peut-être chacun une chose que vous aviez eu le projet de nous dire ce soir et que vous n'avez pas eu le temps de dire dans les différentes interventions. Donc là, c'est 30 secondes, hein, chacun, si vous avez quelque chose à dire. Alors là, dans l'ordre du premier qui va parler. Alors, j'y vais. Euh,
un énorme plaisir d'avoir encadré ce dossier avec Sylvie et tous les collègues des cahiers pédagogiques. Et le mot-clé, ça serait une vision systémique de l'organisation du travail en classe, qui ne se limite pas seulement à moi, enseignante, mes élèves et moi. Et le dossier, il apporte en fait des indications sur une conceptualisation de la classe au-delà des murs, au-delà en fait de ce qu'on peut faire la classe dans un établissement, moi enseignante dans un collectif d'enseignants. Si. Moi, je veux juste peut-être réagir à Paul dans le chat qui demandait comment faire avec une classe agitée pour ne pas perdre de temps dans les transitions. Moi, le seul truc que j'ai trouvé, c'est en fin de compte, dès le début de l'année, de les entraîner à ces changements. C'est-à-dire avoir la responsabilité de, en 1 minute, de changer la configuration de la salle en donnant des noms finalement à chaque configuration qui fait que les élèves savent qu'on va avoir tel contrat avec eux sur tel moment. Enfin, c'est un peu toujours la même réponse que je fais. C'est plus on est explicite sur nos intentions pédagogiques, plus on a de chances que ça fonctionne. Je vais prendre le relais sur le collectif. L'importance du collectif qui soutient, qui permet d'aller plus loin, un collectif d'enseignants, mais aussi un collectif enfin, de pairs, quel qu'il soit. Et là, j'en profite pour redire que des expérimentations de classe de cycle, en cycle 4 en collège, il en existe en France, dans l'Académie de Grenoble notamment, qui sont déjà très avancées, qui font des choses très très belles. J'invite beaucoup d'entre vous à aller voir ce qui s'y passe. Voilà. Oui, moi, J'ai un petit... Pardon. j'y vais? Oui, oui, Oui. oui. Je vais me focaliser de nouveau sur la salle de classe, même si je répète que sans doute la dimension spatiale, elle vient bien après le projet pédagogique et politique. Pour citer une de mes collègues architectes avec qui je travaille, qui me dit régulièrement, c'est quand même bizarre un établissement scolaire. Il y a tous ces alignements et ces superpositions de salles de classe, et elles sont toutes pareilles, comme s'il y avait une espèce de gâchis, de gaspillage d'espace, hein. Pourquoi est-ce qu'on ne le différencie pas, cet espace? Pourquoi cette reproduction d'espaces qui sont tous exactement pareils? Et ça m'amène à ce qu'écrivait Michel Serres dans Petite Poussette. Alors, je cite de mémoire, hein, mais la salle de classe est morte. Euh, on ne voit qu'elle pourtant, mais elle est morte, hein. Il dit quelque chose comme ça. Lucie, quelque chose Moi, j'ai envie de rebondir sur plusieurs choses qui ont été dites. En tout cas, je suis d'accord avec Sylvie. Parfois, les élèves n'apprennent pas ce qu'on croit qu'on leur a enseigné. Et ça, c'est vraiment une leçon d'avoir été enseignante. Et puis aussi quelque chose qui a été dit autour du lâcher-prise. C'est-à-dire que la première chose que les enseignants avec qui j'ai travaillé se sont rendus compte, c'est que quand ils étaient deux, quand ils travaillaient en binôme, ils étaient beaucoup plus capables de lâcher prise, hein, parce qu'ils étaient moins dans la peur de ne pas occuper tout l'espace, toute la parole, et que finalement, à deux, ils laissaient beaucoup plus leurs élèves travailler et réfléchir seuls. ouais. Et ça, c'est vraiment quelque chose que, dans le travail collectif qu'on a fait sur 3 ans, qui a été très important. Voilà. Merci. Et il est maintenant temps de clore ce webinaire en remerciant d'abord nos intervenants pour leur participation et puis l'auditoire pour son attention et ses réactions stimulantes à nos délires. Je vous rappelle qu'il existe une bibliographie commentée, une cytographie pleine de références qui peuvent aider à prolonger la réflexion. Les références des articles cités au cours de ce webinaire et le webinaire lui-même seront disponibles dès mercredi prochain sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à y aller, à liker, éventuellement même à y envoyer vos étudiants ou vos camarades de toutes sortes. Euh, Merci à Tristan de faire le montage, à Assa d'accompagner cela, à Andrea qui va mettre également habillé ce webinaire. Les cahiers pédagogiques sont une revue associative qui vit du travail de ces nombreuses personnes, salariés quelques-uns et militants pour la plupart, l'un n'empêchant d'ailleurs
pas l'autre, et votre soutien, le soutien de tous ceux qui viennent, ne serait-ce que nous écouter, se brancher sur notre chaîne, consulter notre site, et puis éventuellement aller un petit peu plus loin, s'abonner, et puis même nous rejoindre pour militer. On s'amuse bien, vous savez, hein, c'est vraiment un bonheur de travailler avec l'équipe des cahiers, écrire, proposer des textes, tout cela, nous vous invitons autant que vous le souhaiterez. Faites-nous connaître, abonnez-vous, faites abonner vos établissements. Je le disais aussi ce matin, non, tout à l'heure à nos intervenants, d'ici un mois et demi, les cahiers pédagogiques seront accessibles sur Kern. Il faudra que ça se sache, faites-le savoir. Et puis profitez-en, quoi, quand vous pourrez avoir accès à cette plateforme très, très utile et très, très pratique. Le prochain webinaire des cahiers pédagogiques aura lieu le mois prochain, en avril 2024. Il sera consacré à notre dossier 592 qui aura pour titre Peut-on inclure sans exclure? Peut-on inclure sans exclure? Et j'en profite puisqu'il est là à côté de moi. Ça sera Ben Aïda qui l'animera. Ça sera une grande première et il faut absolument qu'il ait un public chaud et nombreux. Voilà, bonsoir à tous.